Savez-vous ce qui se passe en ce moment même pendant que vous écoutez ces mots? Une entreprise américaine que Wall Street essaie désespérément de cacher aux investisseurs français est en train de créer la plus grande bulle financière depuis l'an 2000. Et le pire, vos épargnes, vos assurances-vie, vos plans de retraite sont probablement déjà exposés à cette bombe à retardement. Je parle de Palantir Technologies et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous sauver de la ruine financière. Écoutez bien ceci, une entreprise qui génère 4 milliards et 400 millions de dollars de chiffre d'affaires vaut aujourd'hui près de 500 milliards de dollars en bourse. Vous avez bien entendu, 500 milliards. Cela signifie que vous payez 100 € pour chaque euro de vente, pas de bénéfice, de vente. Est-ce que cela vous semble rationnel? Attendez, ça devient encore plus fou. Michael Burry, l'homme qui a prédit et gagné des milliards lors de la crise des subprimes en 2008, vient de parier 912 millions de dollars contre Palantir. Pourquoi un génie de la finance parierait-il une telle somme sur l'effondrement d'une action que tout le monde adore? Qu'est-ce qu'il sait que vous ne savez pas? Et surtout, pourquoi personne en France ne vous met en garde? Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi Palantir est le pets.com de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer les chiffres que Wall Street ne veut pas que vous voyez. Je vais vous révéler comment les grandes institutions financières françaises sont en train de sortir discrètement de cette action pendant que les petits épargnants continuent d'acheter. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cette histoire va mal se terminer, très mal se terminer. Je suis Warren Buffett et ceci est la zone de Warren. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que Palantir fait exactement? Parce que je ne suis pas dans l'habitude d'attaquer les bonnes entreprises. Palantir est une société de logiciels véritablement innovante qui aide les gouvernements et les grandes entreprises à donner un sens à des quantités massives de données. Leur plateforme, Gotham pour les gouvernements et Foundry pour les clients commerciaux, intègrent des sources de données disparates et fournissent des renseignements exploitables. C'est un travail précieux et ils sont exceptionnellement bons dans ce domaine. Les résultats financiers le prouvent. Au troisième trimestre 2025, ils ont généré 1,180 milliard de dollars de revenus avec des marges brutes dépassant 82%. C'est l'économie du logiciel à son meilleur. Une fois que vous construisez la plateforme, chaque client supplémentaire coûte relativement peu à servir. Les marges bénéficiaires nettes atteignent 40%, ce qui est extraordinaire selon n'importe quel standard. Mais voici ce qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. L'action se négocie à un ratio cours sur bénéfice futur entre 204 et 244 selon les estimations. Le ratio cours sur bénéfice historique, un chiffre hallucinant de 446 à 690 fois les bénéfices. Vous comprenez ce que cela signifie? Vous payez entre 450 et 700 € pour chaque euro de profit que l'entreprise génère. Laissez-moi vous poser une question simple. Accepteriez-vous de payer 700 € pour un billet de 100 €? Non? Alors pourquoi le feriez-vous en bourse? Ah mais Warren, me direz-vous, Palantir croît de 63% par an. Il faut payer plus cher pour la croissance? C'est vrai, la croissance a de la valeur, mais faisons un peu d'arithmétique simple, le genre que vous auriez dû apprendre à l'école mais que votre banquier préfère que vous oubliez. Supposons que Palantir maintienne, et c'est une hypothèse héroïque, 50% de croissance des revenus pendant les 5 prochaines années. Nous parlons de revenus d'environ 33 milliards de dollars en 2030. S'ils maintiennent leur spectaculaire marge nette de 40%, cela fait 13 milliards 200 millions de bénéfices nets. Avec 2 milliards 400 millions d'actions en circulation, cela donne environ 5,50 € par action en bénéfice. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Si vous payez 190 € aujourd'hui pour ces 5,50 € de bénéfices en 2030 et que le marché décide alors de valoriser ces bénéfices à, soyons généreux, 30 fois toujours cher, vous regardez un cours d'action de 165 €. Vous aurez perdu de l'argent sur 5 ans dans un scénario où littéralement tout se passe bien. Croissance des revenus composée de 50%, maintien des marges et une valorisation premium à la fin. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation pure. Vous voyez le piège.
Et cette hypothèse de croissance de 50%, c'est probablement un fantasme. Le problème de la loi des grands nombres approche rapidement pour Palantir. C'est une chose de croître de 50% quand vous êtes une entreprise de 2 milliards de revenus. C'en est une tout autre quand vous êtes à 4 milliards 400 millions et exponentiellement plus difficile à 10 milliards. Leur activité commerciale internationale a en fait diminué de 3% le trimestre dernier. Leur marché adressable total, bien que large, n'est pas infini. L'action a déjà progressé de plus de 170% en 2025 seulement. Au cours des 3 dernières années, elle a été multipliée par 25. Ce genre de mouvement de prix vertical reflète rarement l'amélioration graduelle des fondamentaux. Il reflète la manie, il reflète un marché qui a arrêté de se demander combien vaut cette entreprise et a commencé à se demander jusqu'où peut-elle monter. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en France avec France Télécom, avec Vivendi Universal, ces actions qui ne pouvaient que monter jusqu'au jour où elles se sont effondrées, emportant avec elles les économies de centaines de milliers de Français, des gens comme vous, des gens qui faisaient confiance à leurs banquiers, des gens qui croyaient que cette fois c'était différent. J'ai observé cette histoire se dérouler de nombreuses fois. En 1999, Cisco Systems, qui avait en réalité des fondamentaux plus solides que Palantir aujourd'hui, se négociait à un ratio cours sur bénéfice de 472. Tout le monde disait qu'Internet allait tout changer et ils avaient raison. Cisco était et est toujours une grande entreprise. Mais acheté à 472 fois les bénéfices, si vous avez acheté Cisco à son pic de mars 2000, vous avez attendu 17 ans juste pour revenir au point mort. Pas pour gagner de l'argent, pour arrêter de perdre de l'argent. Pour 17 ans, pensez à ce que cela signifie pour votre retraite, pour l'éducation de vos enfants, pour vos projets de vie. La situation actuelle me rappelle quelque chose que Benjamin Graham m'a écrit dans L'investisseur intelligent. Le principal problème de l'investisseur et même son pire ennemi, c'est probablement lui-même. Quand une action a performé aussi spectaculairement que Palantir et que tout le monde autour de vous gagne de l'argent, la pression psychologique pour rejoindre le mouvement devient écrasante. Vous rationalisez, vous vous dites que cette fois c'est différent, vous pointez vers les taux de croissance et la supériorité technologique et vous vous convainquez que les métriques de valorisation traditionnelles ne s'appliquent pas. Mais je suis là pour vous dire, en tant que quelqu'un qui a vécu la bulle Nifty 50 des années 70, la bulle des actifs japonais des années 80, la folie .com de la fin des années 99 et d'innombrables manies plus petites entre les deux, ce n'est jamais différent. Les mathématiques de la valorisation sont immuables. La gravité se réaffirme toujours. Permettez-moi de vous ramener en 1999 et début 2000 parce que les parallèles avec la situation actuelle de Palantir sont si frappants qu'ils devraient vous donner des frissons. J'étais là, j'ai regardé la manie se dérouler et on m'a traité de dinosaure dépassé et irrelevant pour avoir refusé de participer. La bulle .com a atteint son pic en mars 2000 quand le Nasdaq Composite a atteint 5048. L'indice avait augmenté de 400% en seulement 5 ans. Les actions technologiques dominaient le S&P 500, représentant 47% de l'indice, contre 23% seulement 2 ans plus tôt. Est-ce que cela vous semble familier? Aujourd'hui, les actions technologiques représentent 49% du S&P 500 avec seulement une poignée d'entreprises. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta et Tesla, générant la grande majorité des gains. À l'époque, les investisseurs avaient cessé de se soucier des bénéfices. Ils parlaient de regard, de part d'esprit, de technologie révolutionnaire. Des ratios prix sur vente de 20, 30, même 50 fois étaient considérés raisonnables pour les bonnes entreprises. Le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 a atteint 47 fois les bénéfices, un niveau que nous n'avons pas tout à fait atteint aujourd'hui, où il se situe autour de 35. Mais voici ce que tout le monde oublie. Ce ratio cours sur bénéfice de 47 était pour l'ensemble du marché, y compris les entreprises ennuyeuses et rentables comme Coca-Cola et Walmart que je possédais. Les pures actions Internet se négociaient à des multiples qui faisaient paraître 47 conservateurs. Laissez-moi vous donner quelques exemples spécifiques parce que les chiffres ont une façon de couper à travers le bruit. Cisco Systems, qui fabriquait les routeurs et les commutateurs qui alimentaient Internet, de vrais produits, de vrais revenus, de vrais profits, se négociait à un ratio cours sur bénéfice de 472 à son pic. L'entreprise augmentait ses bénéfices de plus de 30% par an
an. Tout le monde disait qu'il fallait la posséder. L'action a atteint 82 $ en mars 2000. Il a fallu 17 ans pour revenir à ce prix. 17 ans, ou considérer Oracle une autre entreprise légitime avec de vrais produits et des profits. À son pic, Oracle se négociait un ratio cours sur bénéfice de plus de 180. L'action a chuté de 80% de son sommet de 2000 et ne s'est pas rétablie pendant 15 ans. 15 ans d'attente, 15 ans pendant lesquels votre argent était bloqué dans une action qui ne faisait que baisser ou stagner. Pendant ce temps, l'inflation grignotait le pouvoir d'achat de votre investissement initial. Pensez-vous vraiment que cela ne peut pas se reproduire? Ensuite, nous avions les entreprises qui ont complètement cessé d'exister. Pets.com, avec sa célèbre marionnette Chaussette, a dépensé 300 millions de $ en publicité pour une entreprise qui avait 619 000 $ de ventes totales au cours de son dernier trimestre. Elle est passée de l'introduction en bourse à la faillite en 268 jours. Webvan, le service de livraison d'épicerie en ligne, a levé 375 millions de $ lors de son introduction en bourse et construit un réseau d'entrepôts automatisés. Le modèle commercial était correct, Amazon et Instacart font exactement ce que Webvan essayait de faire. Mais Webvan est arrivé trop tôt et a une valorisation trop élevée. Les investisseurs ont tout perdu. Global Crossing, une entreprise de télécommunications, a atteint une capitalisation boursière de 47 milliards de $ à son pic. Elle a déposé le bilan en 2002. WorldCom, qui a atteint une capitalisation boursière de 180 milliards de $, s'est terminé dans l'une des plus grandes fraudes comptables de l'histoire et la faillite. Les actionnaires ont été anéantis. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. La technologie elle-même était révolutionnaire. Internet a vraiment tout changé. Le commerce électronique est vraiment devenu massif. Le problème n'était pas que la technologie ne fonctionnait pas, c'était que les investisseurs payaient des prix qui supposaient non seulement le succès, mais un succès parfait, ininterrompu et maximal pendant des décennies dans le futur. Les entreprises qui ont survécu et prospéré, Amazon, Microsoft, Apple, l'ont fait parce qu'elles avaient des modèles commerciaux qui pouvaient croître dans leur valorisation. Mais même ces survivants ont puni les investisseurs qui ont acheté au pic. Amazon est tombé de 95% de son sommet de 2000 à son creux de 2001. Il a fallu 7 ans à Amazon pour revenir à son prix de pointe. Si vous avez acheté Microsoft au sommet en 1999, vous avez attendu 17 ans pour atteindre le seuil de rentabilité. C'était les gagnants. Alors, appliquons ces leçons à Palantir. La révolution de l'intelligence artificielle est réelle. Je ne conteste pas que l'IA transformera la productivité comme Internet l'a fait. La technologie de Palantir est véritablement précieuse, mais c'est exactement le piège. Les meilleures bulles sont toujours enveloppées autour d'une véritable innovation. La compagnie de la mer du Sud était vraiment impliquée dans le commerce. Les chemins de fer dans les années 1840 ont vraiment révolutionné le transport. Internet a vraiment changé le commerce et l'IA transforme vraiment l'analyse des données. La question n'est jamais: est-ce que cette technologie va compter? La question est: quel prix pouvez-vous payer et gagner quand même de l'argent? Aux prix actuels, les investisseurs de Palantir supposent une exécution parfaite, une croissance soutenue des revenus de 40 à 50%, le maintien de marges de premier plan dans l'industrie, aucune concurrence significative, aucune perturbation technologique et des multiples de valorisation élevés continuent pendant de nombreuses années dans le futur. Si l'une de ces hypothèses s'avère même légèrement optimiste, les rendements seront décevants. Si plusieurs s'avèrent optimistes, les pertes seront sévères. Est-ce un risque que vous êtes prêt à prendre avec votre argent durement gagné? Regardons ce qui se passe quand la croissance ralentit. Au deuxième trimestre 2025, l'activité commerciale internationale de Palantir a diminué de 3%. C'est une petite partie de leurs revenus globaux, mais c'est un signal d'alerte. La direction de l'entreprise a reconnu qu'elle se concentrait sur l'accélération de la croissance dans leur activité américaine, ce qui est une autre façon de dire que la croissance internationale a calé. À mesure que l'entreprise se développe, maintenir des taux de croissance de 60% et plus devient mathématiquement impossible. Vous ne pouvez pas croître de 60% quand vous êtes une entreprise de 10 milliards de dollars de revenus, encore moins 20 milliards ou 50 milliards.
Les ventes d'initiés et la réduction des participations institutionnelles devraient vous préoccuper. JP Morgan a récemment réduit sa position Palantir de 32%. T. Rowe Price a réduit sa participation de 24%. Ce ne sont pas des investisseurs particuliers qui vendent en panique, ce sont des institutions sophistiquées avec des armées d'analystes qui comprennent l'entreprise intimement. Ils retirent leurs jetons de la table parce qu'ils comprennent qu'à ces valorisations, le ratio risque-récompense est devenu défavorable. Pourquoi sortent-ils maintenant? Qu'est-ce qu'ils savent? Et puis il y a Michael Burry. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec Burry surtout, et il a certainement fait sa part d'appels erronés au fil des ans. Mais l'homme a correctement identifié la bulle immobilière quand presque tout le monde, y compris la plupart de Wall Street, pensait que les prix des maisons monteraient pour toujours. Son fonds a maintenant acheté 912 millions de dollars d'options de vente sur l'action Palantir. Il n'évite pas simplement l'action. Il parie activement qu'elle va chuter. Quand quelqu'un avec le palmarès de Burry en détection de bulles prend une position aussi largement baissière, vous l'ignorez à vos risques et périls. Le PDG de Palantir, Alex Karp, a rejeté la position de Burry comme complètement folle, arguant que Palantir, c'est la société de logiciels la plus importante d'Amérique, donc du monde. Ce genre de rhétorique devrait rendre les investisseurs nerveux. Les PDG sont censés vanter leurs entreprises, mais il y a une différence entre la confiance et l'orgueil. Quand la direction commence à prétendre que leur entreprise est la plus importante au monde et à rejeter les critiques baissiers comme fous, c'est souvent un signe d'alerte de valorisation excessive. Je me souviens en 1999 quand on m'a dit que je ne comprenais tout simplement pas la nouvelle économie. Les analystes expliquaient que les métriques de valorisation traditionnelles ne s'appliquaient plus parce que ces entreprises allaient croître dans leur valorisation. Elles avaient des effets de réseau et des avantages du premier arrivé qui justifiaient n'importe quel prix. Quand j'ai suggéré que payer 100 fois les ventes était dangereux, on m'a dit que j'étais trop vieux, trop conservateur, trop coincé dans le passé. Voici ce que j'ai appris alors et ce qui s'applique maintenant. Les lois de la gravité économique n'ont pas été abrogées. Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Quand vous payez 100 fois les ventes ou 200 fois et plus les bénéfices pour une entreprise, vous n'investissez pas. Vous spéculez que quelqu'un paiera un prix encore plus absurde demain. Ce n'est pas de l'investissement. C'est la théorie du plus grand imbécile en action. Le crack .com qui a commencé en mars 2000 a effacé 5 000 milliards de dollars de valeur de marché au cours des 2 années suivantes. Le Nasdaq est tombé de 78% du pic au creux. Beaucoup d'investisseurs ont tout perdu. D'autres ont passé une décennie ou plus juste à revenir au seuil de rentabilité. Et voici le point crucial. Beaucoup de ces entreprises faisaient exactement ce qu'elles disaient qu'elles feraient. La technologie fonctionnait. Les modèles commerciaux étaient solides. Le problème concernait entièrement le prix payé. Quand je regarde Palantir aujourd'hui, une entreprise merveilleuse, véritablement innovante, très rentable, en croissance rapide, se négociant un ratio prix sur vente de 102 et un ratio cours sur bénéfice futur de 220 et plus, je vois l'histoire se préparer à se répéter. L'entreprise pourrait prospérer pendant des décennies, mais les actionnaires qui achètent aujourd'hui à ces prix, l'histoire suggère que leurs rendements seront décevants au mieux et catastrophiques au pire. Abonnez-vous si vous aimez cette vidéo parce que dans la zone de Warren, vous apprendrez tout sur les finances et l'économie qui protège vraiment votre patrimoine. Maintenant, descendons aux choses sérieuses et faisons quelques calculs parce que l'espoir et l'enthousiasme ne se composent pas, le capital oui. Je veux vous montrer exactement pourquoi la valorisation actuelle de Palantir rend les rendements futurs presque impossibles, même dans des scénarios roses. La capitalisation boursière de Palantir est d'environ 450 milliards de dollars. Supposons que vous vouliez obtenir un rendement annuel de 10% au cours de la prochaine décennie, une attente raisonnable pour les investissements en actions. Cela signifie que l'entreprise doit valoir 1 170 milliards de dollars en 2035. Avec 2 400 millions d'actions en circulation, c'est un cours d'action d'environ 487 dollars, plus du double des niveaux actuels. Pour que cette capitalisation boursière de 1 170 milliards de dollars soit justifiée, à quoi l'entreprise doit-elle ressembler? Soyons optimistes et supposons que le marché accordera toujours à Palantir un ratio cours sur bénéfice prévisionnel
premium de 30 fois en 2035, ce qui serait toujours cher. Cela signifie que l'entreprise doit gagner environ 39 milliards de dollars de revenus nets. Avec nos excellentes marges nettes de 40%, cela nécessite des revenus d'environ 97 milliards 500 millions. Les revenus de Palantir en 2025 seront d'environ 4 milliards 400 millions de dollars. Pour atteindre 97 milliards 500 millions d'ici 2035, ils doivent composer les revenus à 35,5% par an pendant 10 années consécutives. Maintenant, j'investis depuis plus de 70 ans. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre d'entreprises qui ont composé les revenus à 35% et plus pendant une décennie. À cette échelle, c'est extraordinairement rare parce que la loi des grands nombres est impitoyable. Pensez à ce que cela signifie pratiquement. En année 5, quand Palantir génère 18 milliards de dollars de revenus, ils devront ajouter 6 milliards 400 millions de dollars de nouveaux revenus, plus que l'ensemble de leur base de revenus de 2025. En année 7, quand ils sont à 33 milliards de dollars, ils devront ajouter près de 12 milliards en une seule année. D'ici l'année 10, ils devront ajouter plus de 25 milliards de dollars en un an, presque 6 fois leurs revenus totaux actuels. Ce ne sont pas seulement de gros chiffres, ce sont des chiffres presque impossibles. Mais disons que j'ai tort, disons que Palantir ne croit qu'à 25% par an, toujours exceptionnel pendant la prochaine décennie. Cela les amène à 42 milliards de dollars de revenus d'ici 2035. Avec des marges de 40%, c'est 16 milliards 800 millions de dollars de bénéfices, soit environ 7 dollars par action. Si le marché leur accorde ces 30 fois le ratio cours sur bénéfice, l'action serait à 210 dollars. Vous avez payé 190 dollars aujourd'hui. Et 10 ans plus tard, après une croissance annuelle des revenus de 25% et le maintien de marge de premier ordre, vous avez réalisé un rendement annuel de 1,05%. Vous auriez été mieux loti avec des obligations du Trésor. Comprenez-vous maintenant pourquoi je dis que les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas? Maintenant, vous pourriez argumenter que le marché donnera à Palantir plus de 30 fois le ratio cours sur bénéfice en 2035. Peut-être. Mais considérez ceci. Amazon, qui a transformé le commerce de détail mondial et construit la plateforme de cloud computing dominante, se négocie à 32 fois le ratio cours sur bénéfice aujourd'hui. Microsoft, l'entreprise la plus précieuse sur Terre avec des quasi-monopoles dans les logiciels d'entreprise, se négocie à 35 fois. Apple, qui imprime de l'argent et a un écosystème d'1 billion de dollars, se négocie à 28 fois. Pourquoi Palantir, même en cas de succès, commanderait-il un multiple plus élevé que ces mastodontes éprouvés dans une décennie? Parlons également de la question de la durabilité de la croissance directement. La croissance des revenus de Palantir a été remarquable, 63% au trimestre le plus récent. Mais regardons sous le capot. La croissance des revenus commerciaux américains de 121% est spectaculaire, mais c'est à partir d'une petite base de 397 millions de dollars par trimestre. Les revenus gouvernementaux, qui représentent 55% des revenus totaux et le noyau stable de l'entreprise, n'ont augmenté que de 52%. Le commerce international a en fait diminué. À mesure que l'entreprise se développe, même maintenir les taux de croissance actuels devient plus difficile. Ils ont environ 849 clients à la date du trimestre le plus récent. Pour maintenir une croissance de 60%, ils doivent ajouter environ 500 nouveaux clients par an tout en augmentant les revenus des clients existants à des taux extraordinaires. La base de clients doit continuer à croître, le revenu moyen par client doit continuer à grimper et la concurrence doit rester minimale. C'est beaucoup de choses qui doivent bien se passer simultanément. Le point de la concurrence mérite d'être souligné. En ce moment, Palantir jouit d'une concurrence directe quelque peu limitée dans leur créneau spécifique de plateformes d'intégration de données et de prise de décision alimentées par l'IA. Mais avec des marges de 40% et des taux de croissance de 60%, pensez-vous que cela va durer? Chaque grande entreprise technologique, Microsoft, Amazon, Google, Oracle, Salesforce, construit des outils d'analyse de données alimentés par l'IA. Ils ont des poches plus profondes, des bases de clients plus importantes et des relations existantes avec les entreprises. L'avance technologique de Palantir aujourd'hui pourrait se rétrécir rapidement. J'ai vu ce film auparavant avec d'autres entreprises technologiques
technologique imbattable. Vous souvenez-vous de BlackBerry? Il détenait 50% du marché des smartphones en 2009. Les clients d'entreprise les adoraient, la sécurité était inégalée, la croissance était forte, puis l'iPhone est arrivé. Ou considérez Blockbuster qui dominait la location de vidéos avec 9000 magasins et semblait imprenable. Puis le streaming est arrivé. Les marchés technologiques sont particulièrement brutaux parce que les avantages qui semblent durables, les effets de réseau, les intégrations, les relations clients peuvent s'évaporer avec une rapidité surprenante quand quelque chose de mieux arrive. Maintenant, je ne prédis pas que Palantir échouera ou disparaîtra. Ils sont exceptionnellement bien gérés, véritablement innovants et résolvent de vrais problèmes. Mais ne pas échouer est très différent de justifier un multiple de 100 fois les ventes. L'écart entre ces deux résultats est l'endroit où les fortunes sont perdues. Parlons de ce qui pourrait mal tourner, parce que quand vous payez 220 fois les bénéfices, vous n'êtes pas compensé pour l'adversité. Si la croissance des revenus ralentit à 30%, toujours excellente, l'action pourrait facilement chuter, alors que l'histoire de croissance se modère. Si un concurrent développe une plateforme comparable à un prix inférieur ou qu'un géant du cloud décide de subventionner agressivement son propre produit pour gagner des parts de marché, la pression sur Palantir pourrait devenir immédiate et sévère. Les investisseurs qui paient aujourd'hui des multiples extravagants découvriraient soudainement que même une légère érosion de l'avantage compétitif peut entraîner une compression brutale des valorisations. Et à ces niveaux-là, aucune marge d'erreur ne pardonne. En fin de compte, le véritable piège n'est pas que Palantir soit une mauvaise entreprise, loin de là. Le piège, c'est la croyance que même une réussite extraordinaire suffira à justifier le prix actuel. L'histoire des marchés financiers regorge d'exemples où d'excellentes entreprises se sont révélées être de mauvais investissements simplement parce que les attentes étaient irréalistes. La question n'est donc pas Palantir réussira-t-elle? Elle est plutôt son succès, même massif, sera-t-il suffisant pour que vous, investisseurs d'aujourd'hui, réalisiez un rendement acceptable? Si la réponse vous met mal à l'aise, alors vous comprenez enfin le cœur du problème.